Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux, à chacun son enquête ce matin et à chacun son positionnement. Ainsi, le Figaro s'intéresse au droit d'asile. Titre: la facture explose. Le Figaro parle des coûteuses dérives du système d'accueil des réfugiés dépassé par les demandes, plus 85% entre 2007 et 2013, écrit le député UMP Éric Ciotti, qui est l'auteur de ce rapport. Autre enquête donc, en une de Libération cette fois. Le foot n'est pas raciste, mais 3 petits points. Après les propos de Willy Sagnol, l'entraîneur bordelais, Libé parle d'un dérapage sur un terrain glissant et élargit le débat. Il n'y a pas de Noirs ou d'Arabes présidents de clubs de Ligue 1, pas plus que de patrons du CAC 40 ou de chefs de service à Libé. La bonne nouvelle du jour fait la une des Échos. Coût du travail, l'écart entre la France et l'Allemagne se réduit. Et puis aujourd'hui en France est tombé sous le charme des vieilles canailles. Mitchell, Hallyday, Dutronc ont rallumé le feu hier soir à Bercy. Vieilles canailles, grande classe, conclut le journal. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin? 90 minutes pour convaincre, c'est la une de l'Alsace. Photo de François Hollande sur fond noir, alors que le président tentera ce soir sur TF1 de justifier sa politique et d'annoncer ses projets. Le Télégramme, de son côté, met Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport, en première page. Ce que l'État ne dit pas, c'est le titre de cette enquête sur la gestion pour le moins hésitante du dossier. Et puis évidemment, la plupart de vos quotidiens régionaux reviennent sur la mobilisation des agriculteurs. La colère gronde, titre ainsi le Petit Bleu d'Agen. On reste d'ailleurs dans la thématique agricole avec l'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, Marion. On la lit dans le Courrier de l'Ouest, quand avoir un diplôme devient un obstacle. Chômeur en rade à cause du bac. Voilà une histoire, écrit le Courrier de l'Ouest, que n'aurait pas renié le roi Ubu. À 27 ans, Damien, originaire de Saumur, vient de se voir refuser une formation pour la seconde fois. La première dans les transports, on l'a orienté, explique-t-il, vers une formation où l'attribution des places était close. Pas revanchard, il retourne malgré tout à Pôle emploi, qui cette fois l'oriente vers l'agriculture. L'entretien se passe bien, c'est en tout cas son ressenti, mais la réponse est négative. On me dit que ceux qui ont le bac ne sont pas prioritaires et qu'il faut obtenir une dérogation, ce que la région lui refuse, mettant aussi en avant ses recherches tous azimuts. Et là, c'est quand même un comble, avec le taux de chômage qu'il y a, ça paraît quand même assez étonnant. Il est trop diplômé, finalement. Voilà, il est trop diplômé et surtout, il cherche trop d'emplois. En gros, la responsable de la formation, elle, dans le Courrier de l'Ouest, reconnaît que l'examen du dossier a peut-être été un peu rapide. Pour nous, dit-elle, il est admis. Merci donc, le Courrier de l'Ouest. C'est la nouvelle preuve, Axel de Tarlé, qu'en France, quand on rentre pas dans les clous... problème. Voilà, c'est ça. Tant si on est boulanger, on sera boulanger toute sa vie. Apprentissage, moins 25%, les derniers chiffres. Et voilà, un chiffre. Et hop, il remporte le match, Axel de Tarlé. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va aux États-Unis, évidemment, Jean-Philippe, 24 heures après la défaite de Barack Obama aux élections de mid-terms, de mi-mandat, et le portrait du nouvel homme fort de Washington. Il fait la une de Time, le célèbre magazine américain, avec ce titre « Change, le changement ». Il s'appelle Mitch McConnell, leader républicain du Kentucky, futur président du Sénat, bien connu des Américains et pour cause. Il a 72 ans, dont 30 années passées au Capitole et plus encore dans les arcanes de la vie politique made in USA. Et là, vous me direz, pour incarner le changement, on a déjà vu mieux. 72 ans quand même surtout que le personnage n'a pas franchement un physique de cowboy avec sa bouille ronde, ses petites lunettes, son sourire forcé, il a un sourire très étonnant quand on le regarde en vidéo. Il a le charisme d'une huître. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est The Economist. Mais ça pourrait être une attaque de Nicolas Sarkozy contre Alain Juppé, non? Dans un livre, par exemple, au hasard. Faut dire qu'en général, dans la presse américaine, on le compare plutôt à une tortue, McConnell, la tortue Franklin. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage de livre. Alors, quand vous mettez le dessin, alors c'est un conte pour enfants très célèbre aux États-Unis, il y a un dessin animé. Quand vous mettez Franklin à côté de McConnell, c'est vrai que c'est assez saisissant côté ressemblance. On a bien compris pour l'allure, mais pour le reste. Il a des chances pour 2016 ? Alors c'est intéressant Axel parce de Tarlé, la question qui tue. Non mais justement 2016, donc les prochaines élections américaines. Très intéressant. Voilà. Comme c'est un vieux de la vieille, justement, il prétend pas lui à la Maison Blanche. Il va tenir la maison en attendant. Et c'est pas un tendre, ce monsieur. Il a la réputation d'être méchant, opportuniste, cynique. Cynique, c'est le titre d'un livre qui lui est consacré aux États-Unis. C'est de la politique, quoi. On va remettre l'Amérique au travail. C'est ce qu'il a dit juste après sa victoire. Alors pour l'instant, il joue l'apaisement, il joue l'ouverture vers les démocrates. Ça commence toujours comme ça, une cohabitation aux États-Unis. C'est après que ça se complique. L'objectif, il est clair pour les Républicains, c'est garder le Sénat en 2016 et profiter éventuellement
de récupérer la Maison Blanche. On vous dit tout ça sur Si vous trouvez une europe1.fr. petite photo comparée de cette tortue que Julie ne connaissait Elle pas... est sur europe1.fr. Vous allez voilà. voir le papier et vous verrez côte à côte la tortue Franklin et Monsieur McConnell. D'accord. À la une de la presse éco, Axel de Tarlé, la transformation de bureaux en logement n'a pas la cote, c'est à dire dans les échos ce matin. Oui, c'est énervant hein, quand on se promène dans Paris et même partout en Ile-de-France, même dans les grandes villes, on voit très souvent bureaux à louer et on sait qu'il y a un manque terrible de logements en France, on manque de 500 000 logements, d'où la question, pourquoi ne transforme-t-on pas ces bureaux en logements? Eh bien, on le fait peu et on le fait en plus de moins en moins. Pensez qu'à Paris, il y a à peine 1000 bureaux qui ont été transformés donc, sur la dernière année en logements. Pourquoi le fait-on peu? Eh bien, parce que transformer un bureau en logement, c'est cher, c'est compliqué, il y a des normes pour les logements qu'il n'y a pas dans les bureaux. En plus, il faut faire des logements sociaux pour les logements, il n'y a pas de bureaux sociaux. Et en plus, ça ne rapporte rien, puisqu'un logement, le loyer est 2 fois plus faible que pour un bureau. Donc, du coup, c'est pour ça que ça ne se fait pas, Mais l'opération. je ne comprends pas la rentabilité financière de garder un bureau vide pour une Alors, entreprise. vous avez raison, d'autant qu'il y a une fameuse taxe sur les logements vacants, ce qui fait que quand un bureau n'est pas loué, il a même une rentabilité négative, vous me direz. Eh bien, pourtant, le nombre de bureaux vides a explosé. Hein, les bureaux vides depuis plus de 4 ans, plus 50% là, au cours de ces 2 dernières années. Mais, alors, en fait, néanmoins, à la fin, les fonds de pension, les entreprises, les compagnies d'assurance, elles craquent, elles vendent. Mais que font-elles 3 fois sur 4 ? Elle en transforme ses bureaux en commerce, en hôtel. Et là, vous retrouvez des loyers élevés. Et là, vous retrouvez des locataires propres sur eux qui payent tous les mois, etc. Eh bien, en fait, les fonds de pension et les compagnies d'assurance font le même constat que nous, propriétaires, enfin, que les gens qui sont propriétaires et qui louent. C'est que louer son appartement, ça ne rapporte pas grand-chose. C'est beaucoup d'ennuis. Et c'est pour ça que le gouvernement propose tous ces dispositifs de défiscalisation type Cellier, type Duflo & Co, là, pour inciter les gens à faire construire pour louer. Parce que sans défiscalisation, ça ne marcherait pas. Et en même temps, quand on a une résidence secondaire dans des zones tendues, on nous annonce que la taxe d'habitation va augmenter de 20%. Voilà, je doute d'ailleurs que ça incite les gens à louer leur appartement. C'est en tout cas à lire dans les échos avec Axel de Tarlé ce matin. La télé ce soir, oulala, attention, on s'attaque à une icône dans Complément d'enquête. Platini, l'homme qui aimait le pouvoir. C'est sur France 2 à 22h25, Eva Roch. Oui, tout est dans le titre. Hein. Platini qui aimait le pouvoir. Alors, c'est le portrait du footballeur, mais qui est devenu évidemment président de l'UEFA, je vais y arriver, un politique. Alors qui d'un côté veut réguler le foot business et qui de l'autre se retrouve depuis décembre 2010 au cœur d'une polémique, évidemment celle de l'attribution de la Coupe du Monde de 2022 ça au le Qatar. met en rogne, Platini, quand on lui parle de ça. Il a toujours affirmé qu'il avait voté pour le dossier qatari, hein, il avoue sans problème. Un vote sans influence, dit-il, pas même celle de Nicolas Sarkozy, même s'il y a bien eu 9 jours avant le vote un déjeuner à l'Elysée avec le président et des officiels du Qatar, raconte-t-il, mais il ignorait tout de la présence de ses convives de luxe. Et dans un entretien exceptionnel accordé à Romain Verlet, il revient sur cette rencontre avec un sourire qui en dit long. J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. J'ai cru le comprendre. Mais personne ne m'a jamais rien demandé. Nicolas Sarkozy ne vous a jamais demandé de voter pour le Qatar? Non. Il vous l'a fait comprendre? Là, il l'a fait comprendre. Il n'y avait pas le président d'Australie à table. Hein. Est-ce qu'avant ce rendez-vous, votre choix était déjà fait? Peut-être c'est pour ça qu'il a vendu ma voix au Qatar, peut-être. Peut-être qu'il savait que j'allais voter pour le Qatar, oui. Et donc peut-être qu'il a vendu, lui, au nom de la France, ma voix au Qatar pour avoir plein de choses. Il n'est pas dupe en même temps. Ouais. Ça fait beaucoup de peut-être quand même dans la même phrase. Alors c'est un portrait sans concession. Je vous recommande également une passe d'armes croustillante par caméra interposée entre Platini et Sepp Blatter, qui est son ennemi juré en ce moment, actuel président de la FIFA. Alors Blatter dit Platini est plus à l'aise dans un stade que dans une réunion. Réponse de l'intéressé: j'ai été réélu à l'unanimité, ça veut dire que dans mon bureau je suis pas mal quand même, mais la différence avec lui c'est que sur le terrain il n'était pas bon. Et beau, voilà. Complément d'enquête, c'est à 22h25 sur France 2 ce soir, présenté évidemment par un excellent journaliste, Nicolas Poincaré, qu'on retrouve aussi ce soir dans Europe Soir à partir de 18h. Voilà. 30 18h 30. 18h30. Rideau. Ah bah sur le kiosque. Europe 1.